Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans La Santé en Mouvement, votre nouvelle émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de la maladie d'Alzheimer puisque nous sommes le 21 septembre, journée mondiale dédiée à cette maladie. Alors, comment la détecter et la ralentir ? Qui concerne-t-elle et y a-t-il des innovations thérapeutiques et surtout comment accompagner les aidants en charge des patients? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La Santé en Mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission dédiée à la maladie d'Alzheimer, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Cogna. Emmanuel, bonjour. Vous êtes neurologue au Centre de neurologie cognitive de l'hôpital Lariboisière. Et puis vous avez tout un tas de diplômes et on va s'arrêter là. Peut-être avant de commencer, quelques chiffres sur la maladie d'Alzheimer. Bon, 900 000 personnes en France et 225 000 cas diagnostiqués chaque année. Mais précisez-nous quand même en quoi consiste cette maladie et en quoi elle diffère, on va dire, des autres maladies neurodégénératives. Alors bonjour et merci pour votre invitation. La maladie d'Alzheimer, c'est bien sûr la plus connue de toutes les maladies neurodégénératives, c'est aussi la plus fréquente, comme vous l'avez dit. C'est une maladie dont la vision a changé et je crois que c'est quelque chose qui est très important à souligner. Avant, on la voyait, il y a encore 15, 20 ans, et puis malheureusement, c'est encore un peu le cas dans la société, comme une maladie des dernières années où on avait notre autonomie qui était altérée immédiatement et inexorablement. En fait, on sait maintenant que c'est une maladie qui s'étale sur 20 à 25 ans, avec des lésions cérébrales qui s'installent tout doucement et très longtemps avant les premiers symptômes, au moins 10 ans avant les premiers symptômes. Puis les troubles sont légers et on peut déjà faire le diagnostic de la maladie, puis ils deviennent un peu plus importants et c'est seulement, finalement, en quelque sorte, dans les stades tardifs que la maladie retentit sur le quotidien. Et c'est important que cette vision de la maladie change, parce que comme ça permet de faire des diagnostics plus précoces. On peut aujourd'hui utiliser des biomarqueurs, c'est-à-dire à l'aide d'une ponction lombaire, peut-être demain à l'aide d'une simple prise de sang, eh bien on peut faire le diagnostic de la maladie, démontrer la preuve de la présence du processus dans le cerveau. Et ça, c'est ce qui ouvrira, on l'espère bientôt, sur des perspectives thérapeutiques. Alors, très concrètement, et sans effrayer qui que ce soit, mais les premiers signes et symptômes de la maladie d'Alzheimer auxquels il faut être attentif. Alors, bien sûr, il y a les troubles de la mémoire. Ce ne sont pas toutes les mémoires, puisqu'on en a plein qui sont touchées. C'est la mémoire des faits récents, la mémoire des petites choses. Quel était le menu d'hier? Eh bien, quand est-ce que j'ai reçu mes petits-enfants la dernière fois? C'est aussi l'orientation spatiale, le fait d'avoir un peu plus de mal à se retrouver dans la rue, par exemple, retrouver sa voiture. Mais en réalité, on sait aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer peut donner tout un tas de troubles cognitifs. Justement, ce qui réunit cette maladie, c'est le processus qui se passe au niveau du cerveau et qu'on détecte avec les biomarqueurs. Et c'est héréditaire ou alors Alors, ça c'est une question bien sûr qu'on se pose très souvent. Si la question c'est est-ce que ça peut être transmis à travers un gène donné, ça c'est très rare. C'est moins d'1% des cas où on est porteur d'un gène qui cause la maladie, on le transmet à un enfant sur deux et celui-ci développera la maladie. Par contre, il y a des facteurs de risque génétiques, un peu comme il y a des facteurs de risque de développer le cancer. Et à ce moment-là, quand on est porteur de ce facteur de risque, on a plus de risque qu'un autre de le développer, de développer la maladie, mais c'est pas du tout certain. Et aujourd'hui, il n'y a pas lieu de rechercher ces facteurs de risque génétiques, puisque ça n'a pas d'impact particulier. Mais il y a des mesures sur le style de vie, le mode de vie, qui permettent justement d'être dans la prévention concernant cette pathologie ? Alors, pour être bien clair, empêcher le processus de la maladie de s'installer, ça on ne sait pas faire aujourd'hui. Par contre, on sait que la maladie va s'exprimer différemment selon, entre guillemets, la santé de notre cerveau. Si on a un cerveau qui malheureusement a un peu souffert au fur et à mesure de notre vie, parce que par exemple on a consommé de l'alcool ou des toxiques, ou parce qu'on a fait des accidents vasculaires cérébraux, ou quelles que soient les autres raisons, eh bien la maladie d'Alzheimer arrivera sur un terrain un peu plus fragile et elle s'exprimera plus tôt. Donc finalement le meilleur moyen de se prémunir en quelque sorte, ou en tout cas de se donner les meilleures chances de résister plus longtemps à la maladie, c'est d'avoir une bonne santé du cerveau, c'est-à-dire eh bien traiter ses facteurs de risque vasculaire, son hypertension, son syndrome d'apnée du sommeil, avoir une activité intellectuelle riche à travers notre activité professionnelle, nos loisirs, et aussi des contacts sociaux. Ça, c'est quelque chose qui a été stimuler le cerveau, en fait. Bien montré récemment. Oui, tout à fait. La question que tout le monde se pose, c'est celle des traitements, justement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des vrais espoirs thérapeutiques? Désespoir, oui, même un petit peu plus que ça, puisqu'il y a maintenant un peu plus de 18 mois, il y a 2 molécules qui ont montré leur capacité à ralentir la maladie, de manière scientifique et démontrée. Malheureusement, ces molécules, elles ont des effets indésirables, qui ne sont pas négligeables, avec des problèmes d'œdème au niveau du cerveau, de saignement.
Et c'est ce qui a fait que récemment, durant l'été, l'Agence européenne du médicament a pour l'instant donné un avis défavorable pour la mise sur le marché de ces médicaments en Europe. Ils sont mis sur le marché dans d'autres pays comme par exemple aux États-Unis ou récemment en Angleterre. Il y a un appel qui a été fait parce que entre-temps, on a pu mieux identifier quels étaient les patients les plus à risque de ces complications et on pense que ce serait dommage de priver de cette formidable opportunité, même si l'effet est modeste. C'est pour la première fois un traitement qui ralentit l'évolution de la maladie et donc on attend de savoir ce que donnera cet appel. Entre autres, les associations de familles de malades se sont mobilisées pour pousser à la reconsidération de ce traitement. Et puis, il y a une recherche qui est très, très, très active. Il y a plusieurs dizaines de médicaments qui sont actuellement à l'étude dans un grand nombre de centres français y compris. Vous parlez du diagnostic tout à l'heure. Juste, vous pourriez nous synthétiser. D'abord, est-ce que c'est la personne elle-même qui se sent peut-être avoir des pertes de mémoire et qui va consulter, ou alors ce qu'elle observe chez ses parents ou chez son environnement Les motifs de consultation peuvent venir de l'un ou de l'autre. Quand c'est assez précoce, souvent les personnes s'en rendent compte. Alors c'est souvent un stade un peu difficile, au stade de ce qu'on appelle le trouble cognitif subjectif, c'est-à-dire que la personne sent qu'elle ne fonctionne plus comme avant, elle a des choses qu'elle n'arrive plus à faire. C'est souvent un petit peu insignifiant, s'organiser dans sa journée de travail par exemple, parce que ça peut toucher des personnes jeunes, surtout si on s'intéresse au stade précoce, où elle s'est perdue 1 ou 2 fois dans la rue. À ce moment-là, c'est elle qui consultera. Mais souvent, quand on est au stade un peu plus avancé, la maladie s'accompagne souvent d'un symptôme qu'on appelle l'anosognosie, une difficulté à se rendre compte de ces autres symptômes. Ça fait partie à proprement parler des symptômes de la maladie. Et à ce moment-là, la personne finalement ne se sent pas si mal que ça, n'a pas tant l'impression d'être malade, et c'est souvent ses proches qui vont l'inciter à consulter. À ce moment-là, bien sûr, il faut consulter en centre mémoire. Il y a plus de 400 consultations mémoire en France, et donc l'accès est relativement facile. En une poignée de secondes pour conclure, Emmanuel, la recherche scientifique, elle nous donne des espoirs très concrets. À quelle échéance aujourd'hui ? Ça, c'est malheureusement impossible à dire parce que tout prend beaucoup de temps. Un essai thérapeutique, c'est en général 3 ans au moins. Puis, il y a cette phase d'études. On espère que ces traitements seront la première pierre et que, d'une manière ou d'une autre, ils seront approuvés dans les prochaines années. Et puis viendront ensuite d'autres générations. Mais surtout, il ne faudrait pas avoir l'impression qu'on ne peut rien faire. Aujourd'hui, même si on n'a pas de traitement qui ralentisse l'évolution de la maladie, ça vaut le coup de faire un diagnostic, et surtout un diagnostic précoce, parce que c'est là qu'on peut justement renforcer la stimulation, mettre en place un certain nombre de choses qui pourront accompagner l'évolution de la maladie et limiter son retentissement au quotidien. Merci Emmanuel Cogna. Je rappelle que vous êtes neurologue au centre de neurologie cognitive de l'hôpital Lariboisière. Et qui dit, hélas, maladie neurodégénérative, dit modification du rôle et des responsabilités des membres de la famille. Et peut-être êtes-vous vous-même, vous qui nous écoutez, à la recherche de solutions pour que vos parents puissent continuer à vivre à leur domicile en toute sécurité, avec peut-être des services de téléassistance adaptés. Et pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Levasseur. Laurent, bonjour. Vous êtes le président de la société Blue Linéa qui accompagne au quotidien les membres de familles de personnes en perte d'autonomie. Dites-nous pourquoi, même si c'est évident, l'assistance des aidants est de plus en plus essentielle. L'aide aux aidants est essentielle parce que si l'entourage n'est pas fort, n'est pas conforté, évidemment on va avoir un sujet. Vous savez, dans de nombreux cas, c'est le conjoint dit sain qui va disparaître avant le patient Alzheimer. Alors justement, pour les accompagner, ces patients, vous avez notamment un bouton magique qui permet quelque part d'alléger la charge mentale de la famille. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. En effet, on s'est mis à équiper plus tôt l'aidant, plutôt l'entourage, que le patient Alzheimer. Pourquoi ? Parce que cette personne peut avoir besoin d'assistance, de conseils, de soutien. Et c'est un petit bouton qu'on appelle le bouton Help qui permet à tout moment d'avoir une équipe H24, 7 jours sur 7 qui va pouvoir les conforter, les accompagner, prévenir des proches, prévenir des secours. Globalement que le conjoint ne se sente pas seul, isolé, et puisse avoir une charge mentale un peu plus allégée. Et les principales questions que l'on peut vous poser, justement, vous avez un peu observé, quelles sont les questions qu'on vous pose ? Alors, les questions qu'on nous pose sont souvent des questions qui peuvent sembler de bon sens quand on est
bien évidemment au contact de personnes souffrant de maladies chroniques et qui pour chacune de ces personnes est nouveau. Et puis ça va s'installer dans le temps. Donc ça peut être comment me comporter, comment en parler, comment échanger. Vous savez, c'est assez proche de ce qui peut être vécu aussi sur de l'HAD avec des hospitalisations à domicile, hospitalisations à domicile, ou comment se comporter et comment accompagner. L'objectif principal est surtout de prendre soin autant de l'entourage que de la personne. J'ai envie de vous demander, est-ce que la société est prête aujourd'hui en 2024 à vieillir ? Alors, est-ce que la société est prête à vieillir ? Vous savez, aujourd'hui, 10 ans de plus, c'est plus âgé, 10 ans de moins, c'est moins âgé, mais chacun d'entre nous s'est jamais senti aussi jeune. Et c'est valable pour tout le monde. Et autour de maladies chroniques comme la maladie d'Alzheimer, il y a souvent un déni qu'il faut arriver à casser. Merci Laurent Levasseur, je rappelle que vous êtes le président de la société Blue Linéa. Restez avec nous puisque dans quelques instants, on va présenter toutes les actions que propose l'association Alzheimer pour accompagner les aidants, mais aussi les patients, notamment en cette journée mondiale de l'Alzheimer. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale journée mondiale de l'Alzheimer, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Durand, directeur délégué de l'association France Alzheimer. Benoît, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir aujourd'hui en plateau, en ce jour très spécial pour vous. Juste pouvez-vous nous rappeler les principales missions de votre association ? Déjà, pour rappeler que l'association France Alzheimer et maladies apparentées est la seule association reconnue d'utilité publique qui accompagne au quotidien les personnes impactées par la maladie. Nous avons 4 missions essentielles. Évidemment, accompagner les familles. On leur propose en fait différents ateliers, à la fois pour les personnes malades, mais aussi pour les aidants, et même pour le couple aidant-aidé. Nous avons comme mission aussi de sensibiliser le grand public, de sensibiliser aussi les pouvoirs publics, et Dieu sait qu'il y a du travail à faire en ce moment. La formation, du coup on forme, tous nos bénévoles sont formés pour accompagner les personnes. Et puis la formation de tous les professionnels médico-sociaux et la formation des aidants aussi, qui est un axe gratuit qui permet en fait aux aidants de venir chez nous et de se faire former entre guillemets. Sur la pathologie, comment mieux communiquer avec ses proches, toutes les aides possibles, inimaginables qu'ils pourraient avoir. Et enfin, nous finançons la recherche. Depuis de nombreuses années, nous avons un budget de 1,5 million d'euros par an consacré à la recherche. Très bien. Alors, aujourd'hui, on l'a dit, c'est la journée mondiale de l'Alzheimer. Concrètement, quel est l'objectif de cette journée et qu'en attendez-vous ? Chaque année, à la journée mondiale, on propose une thématique à nos 101 associations départementales et à nos 2200 bénévoles, Et cette année, comme l'année dernière, on va surfer sur le succès des Jeux Olympiques et la thématique est le sport adapté ou l'activité physique adaptée, Nous avons la joie et la fierté d'avoir Marie-Josée Pérec comme marraine. Donc du coup, c'est pour mettre un axe dessus. Ça fait partie des choses qu'on propose. Au départ, on proposait ça aux personnes malades, notamment le tennis de table, le tennis santé. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a un bienfait sur la santé de l'aidant. Donc tout ce qui est autour du sport, on a parlé de prévention tout à l'heure. Non mais dites-nous concrètement, aujourd'hui par exemple, je veux vraiment me mobiliser, en savoir davantage, où vais-je pour vraiment toucher de près la réalité ou alors avoir des conseils et me retrouver avec des gens qui sont capables d'échanger ? Dans chaque département, vous avez une association France Alzheimer. Donc si vous voulez vous renseigner sur les bienfaits, même l'activité physique adaptée ou d'autres activités, vous pouvez contacter chaque association départementale de votre département. Et donc là, vous rebondissez sur ce que dit Emmanuel, justement, cette bonne santé mentale, elle passe avant tout par le sport et par une hygiène régulière. Elle passe par le sport. Le sport aussi recrée du lien social, ce qui est important à dire et à faire. Et donc du coup, en fait, ça fait partie des activités qu'on propose effectivement. Alors expliquez-nous, à partir du moment où la maladie est diagnostiquée, vous accompagnez les aidants, comment ça se passe ? On vous appelle et là vous allez rentrer dans une forme d'accompagnement du parcours de soins, vous allez un peu décoder toutes les aides qui sont possibles, parce qu'effectivement quand le diagnostic tombe, c'est un peu un coup près, on est un petit peu désemparé. Comment on navigue dans tout ce système ? Alors, vous avez bien dit naviguer. C'est vrai que sur les aides, c'est un vrai méandre administratif. Donc, on est là aussi pour conseiller, aider, orienter, voire aider même à remplir certaines demandes d'aide. J'ai une liste à l'après-vert d'aide, si vous voulez. Alors, en fait, après, c'est en fonction de l'âge. Malheureusement, nous on milite pour la suppression de cette barrière de l'âge, mais les aides sont en fonction de l'âge, en fonction de la catégorie de la maladie. Si vous êtes un GIR 1 ou GIR 4, vous n'avez pas les mêmes prestations. Vous avez des
des aides financières, mais vous avez aussi des aides de prestations à domicile. Enfin, vous en avez beaucoup. Donc nous, en fait, on est là aussi pour vous aider à vous orienter et vous aider à viser juste sur l'aide dont vous pouvez bénéficier. Et ensuite, quelqu'un qui frappe à notre porte, on va lui proposer un entretien psychologique individuel. Ça, c'est pour les dents. Donc du coup, ça sera gratuit sur 5 séances. Et ensuite, une formation des aidants. Et ensuite, pour pas le laisser tout seul dans la nature, il y a un groupe de parole. Et ensuite, il adhère à l'association. Et là, on va lui proposer pléthore d'ateliers spécifiques à la fois, soit pour la personne malade qui l'accompagne, soit pour lui aussi, parce que la santé de l'aidant est aussi primordiale. On posait la question à Laurent tout à l'heure, si notre société est prête à vieillir aujourd'hui et si elle est bien équipée. On a fait beaucoup de bruit sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avec la maladie de l'Alzheimer. Vous avez l'impression que les gouvernements prennent autant au sérieux cette cause, qui est vraiment un enjeu de santé publique, avec une société vieillissante, ou alors la cause a été un peu laissée de côté et puis advienne que pourra? Alors, malheureusement, je trouve que non, là, on prend plus en compte tel ça avait été fait lors du plan effectivement 2008-2012 où le financement était conséquent, le projet était conséquent, il y a eu beaucoup de choses concrètes qui ont été mises en place et depuis en fait on rame. Voilà, je restais poli, hein, mais on rame vraiment vis-à-vis des politiques. Je ne sais plus si pour eux c'est un enjeu majeur de santé publique. Pourtant on sait très bien que d'ici 2050 les chiffres vont doubler. Oui, puisque notre population est en train de vieillir, elle ne se renouvelle pas, et donc ça veut dire beaucoup plus de pathologies et de personnes concernées par Alzheimer. Donc on est dans un paradoxe qui n'est pas pris en compte. Ce qu'on essaie de faire comprendre aux politiques, c'est que c'est un investissement. Donc évidemment, c'est cher, ça coûte cher, mais si on n'investit pas aujourd'hui, ça coûtera encore plus cher demain. C'est ça qu'on essaie en train de leur dire, que c'est un enjeu majeur, qu'on était leader et on était un exemple en Europe il y a encore 10 ans, et c'est pas le cas du tout, on est en train de reculer. On est aussi membre d'Alzheimer Disease International, donc qui regroupe toutes les associations en fait qui accueillent les familles dans le monde entier, et on voit que des pays mettent en place des plans dignes de ce nom, comme nous on a pu le faire en 2008, et que nous, pas du tout. Depuis l'arrêt du plan maladie neurodégénérative, on est sur des stratégies, des feuilles de route, avec plein de belles intentions, mais qui ne sont pas financées à l'heure actuelle. Donc c'est une maladie qui coûte cher à la société. Quand on voit l'encadrement effectivement d'un patient qui a besoin de plusieurs aides médicalisées, la maladie coûte cher et vous avez l'impression que ça n'est pas pris en compte? La maladie... Elle coûte trop cher? Alors oui, elle coûte cher, elle coûte sûrement trop cher, mais encore une fois, je pense que là aussi c'est un investissement et que si on investit aujourd'hui, ça coûtera moins cher demain. Parce qu'on va arriver à un stade où en fait on va se retrouver devant un mur où il va falloir mettre des milliards d'euros franchement pour accompagner les personnes qui vont être complètement démunies et que les choses peuvent se faire en fait j'allais dire de manière plus douce. Et du coup, prendre en compte aussi la santé de l'aidant. Là, je pense qu'on peut faire des économies vraiment au niveau de la sécurité sociale si vraiment on prend en compte, on accompagne aussi la santé de l'aidant. Qui souvent, l'aidant s'oublie. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est une maladie qui isole et l'aidant va privilégier l'accompagnement de sa personne malade à son détriment. Et du coup, ça aussi, ça s'accompagne. Voilà, moi j'espère que demain on pourra aussi réunir autour de la table l'État ou des organismes étatiques avec des groupes privés comme assurantiels, mutuels, pour que le reste à charge des familles soit absorbable, mais aussi qu'ils puissent s'entendre sur des prestations, des produits proposés pour absorber aussi tous ces besoins. Si vous aviez un message aujourd'hui aux aidants pour rester forts et se dire qu'il y a quand même des gens qui les écoutent et qu'ils ne sont pas seuls, ça serait quoi ce message ? Justement, je leur dirais ne restez pas seuls. Venez nous voir, on aura forcément des choses à vous proposer. Il faut changer le regard sur la maladie. C'est une maladie stigmatisante. Et c'est ça que j'ai envie de leur dire. Ouais, ne restez pas seuls. Vous devez avoir peut-être des partages d'expérience avec ce qui se passe à l'étranger, dans d'autres pays d'Europe. Vous avez l'impression qu'on fait bien, moyen, on pourrait mieux faire? C'est quoi les pays exemplaires sur le sujet? On faisait très bien, et là on fait moins bien. On pourrait largement mieux faire. Les rôles modèles, c'est... Les Scandinaves ont quand même un temps d'avance. L'Allemagne aussi a pris aussi la mesure qu'on avait pris à l'époque. Voilà, grosso modo, en fait,
Bon. Les pays que je pourrais citer, en tout cas en Europe. Pour conclure, Emmanuel et Benoît, le mot de la fin, si vous aviez peut-être 3 messages au futur ministre de la Santé, quels seraient-ils ? Benoît, Emmanuel, qui commence ? Moi, je peux justement faire un pas de côté. On a parlé tout à l'heure d'argent qui apporte de l'argent, mais je pense qu'il faut aussi considérer la qualité de vie, tout simplement. Ça coûte de l'argent, tout ça, pour la qualité de vie de personnes malades et de tout un environnement familial, parce que comme l'a bien souligné Benoît, et c'est ce que je dis toujours à mes patients, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qu'on vit en équipe, le patient et son aidant, avec des phénomènes de ping-pong quasiment, le retentissement de ce que vit l'un sur l'autre et vice-versa. Donc, ça serait mon message, oui. Le vôtre, le mot de la fin ? Moi, je dirais que monsieur le ministre, futur ministre, considérez vraiment la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées comme un enjeu majeur de santé publique. Simplifiez, s'il vous plaît, toutes les démarches administratives qui polluent vraiment l'accompagnement au quotidien. Ça sera mes 2 messages forts. Voilà. Mieux vaut 2 forts que 3. Que 3 petits. C'est bon. Emmanuel Cognat, Laurent Levasseur, Benoît Durand, merci beaucoup pour vos interventions. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en podcast et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez.